Vous êtes bien sur Filf, le podcast qui se demande fallait-il le faire, en présence d'Alan, d'Emeric et de Julien, l'hôte de cet épisode. Épisode consacré à Django de Sergio Corbucci. Pour rappel, on divulgage un peu, beaucoup, passionnément. Bonjour Emeric. Salut Julien. Et bonjour Alan. Salut. Petit synopsis. À la frontière mexicaine, deux bandes rivales se disputent la suprématie du territoire. Celle du major confédéré Jackson, américain et fanatique, et celle du général Rodriguez, mexicain et révolutionnaire. Tout va être chamboulé lors de l'arrivée de Django, un homme solitaire, traînant derrière lui un cercueil. Et c'est l'heure du jeu d'introduction. Oui. Faudrait que je trouve un nom pour cette rubrique, je sais pas ce qu'il faut. Enfin, faudrait que je trouve un petit nom, tu vois, pour dire qu'on arrive sur la partie jeu. Même si vous commencez en plus à l'utiliser, donc c'est cool. J'ai fait un petit dérivé un peu plus simple de blanc manger coco. Vous connaissez le principe ? Oui. Une phrase avec un trou, des feuilles avec des mots, et le but ça va être de faire une phrase rigolote avec les mots que je vous ai mis sur... Ah oui, mais t'as carrément créé des petites cartes. Ok. Oui, tout à fait. D'abord un PowerPoint, maintenant des petites cartes. Il y a du matos. Que des choses très radiophoniques. Ouais, C'est ça, exactement, tout à C'est fait. très bien. Le résultat va l'être, mais Bien sûr, voilà. bien sûr. Donc je vais vous distribuer 3 cartes chacun, plus 3 cartes mots. Utilisez un mot avec... Enfin, un mot par carte, en fait. Une carte blanche, une carte noire. D'accord. C'est bon ? Ok. Donc Tiens, c'est là, pour toi. il me donne 3 cartes. Tiens, c'est pour Il toi. me donne 3 cartes. Je peux les dire à l'oral ou non, du coup, non pour que non. Est-ce que tu veux déjà les dire maintenant ? C'est une bonne question, je pensais que vous les diriez après, mais tu peux... Ouais, non, vous moi, je sais pas. Vous pouvez vous les donner, ouais. Si, allez. En fait, Si. pour que les gens comprennent ce qu'on a dans la main. Ok, très bien, vas-y. Alors moi, j'ai pour un trou. Enfin, non, je vais pas dire ça comme ça. Pardon. Je me suis entendu le dire et je me suis dit j'allais à l'échec. Pour quelque chose, les salauds ont un prix. Quelques dollars pour quelque chose et quelque chose, prépare ton cercueil. Et moi, j'ai avec Tut, la mort est là. Tut, prépare ton exécution. Ou le retour de Tut. Très bien. Je vous donne l'effet avec les mots maintenant, c'est bon ? Ok. Voilà. Et c'est parti. Ah, mais en fait, faut remettre chaque truc dans l'ordre. Non. Mais t'es sérieux ? Alors, non, pour vous expliquer. Ah oui, c'est pas mal. Ouais, décidément, messieurs. Donc, on a donc 3 feuilles avec un blanc dans chaque phrase. Et Julien vient de nous donner chacun 3 feuilles qui étaient censées combler, avec un mot censé combler nos phrases. Sauf que sur chaque feuille, c'est marqué Django. Les miennes aussi. Ah ouais, dis donc, on va aller loin. Étonnant. Ça veut dire Django, prépare ton cercueil, quelques dollars pour Django, qui les a bien mérités. Pour Django, les salauds ont un prix. Avec Django, la mort est là. Django, prépare ton exécution et le retour de Django. Donc vous l'aurez compris, c'était moins ludique que d'habitude, mais il existe plus de 100 films à l'international surfant sur le succès de Django. Et oui. Là où la très grande majorité de ces films n'ont aucun lien entre eux. Et il existe même en réalité qu'une seule suite au Django qu'on a regardé pour l'épisode. Donc Django 2, le grand retour de Nello Rossati. Et c'est le seul dans lequel Franco Nero reprendra son rôle de Django. Tous les autres surfent sur le nom de Django, comme on a pu le faire... comme en France, on est très fort pour changer des titres, pour surfer sur un film qui a fonctionné. Donc c'était pour revenir un petit peu rapidement avant l'épisode sur la thématique VO-VF d'Emeric. Merci. Parce que majoritairement dans ces traductions de titres, dans le titre original, il n'y a même pas la notion de Django, il n'y a peut-être même pas de personnage qui s'appelle Django dans le film. C'est vraiment juste soit au doublage, soit à des fins mercantiles qu'on vient un peu pervertir ce nom. Voilà, c'était juste dans l'introduction. Alan, tu as eu l'immense honneur de commencer l'épisode de Vampire en toute intimité. Je me retourne alors vers Emeric, qui refuse. Même si de nous trois, c'est toi qui as la plus grande expérience western. Donc Alan,
Django, fallait Oui, qu'il le je fasse. recommence. Ça lui faisait plaisir. Ouais, c'est ça. Déjà, moi, j'adore l'ambiance que pose ce film dès le départ, en fait. Une ville en ruine, à peine habitée. Le seul lieu vivant, c'est le saloon. Parce que franchement, le reste, c'est mort, quoi. Il y a quoi? Il y a 4 habitants dans le saloon. Non, il y a 3 nanas et puis celui qui tient le saloon, en gros. Peter Pettigrew, Peter... Ah ouais? Ok. je trouvais qu'il ressemblait. Une unique rue principale, gadoueuse comme jamais une rue ne l'a été, avec des traces de pneus de tracteur. Je sais pas si vous avez Oui. vu. Ça m'a beaucoup fait rire. Euh, et ça, du coup, c'est dû à... Enfin, la production du film a été, il me semble, assez laborieuse. Et donc, il y a des petites erreurs un peu partout, notamment des raccords de lumière. Dès qu'on passe un peu la première scène et puis qu'on voit le général là, sur le champ de bataille, la lumière colle pas du tout en fait. Et puis ils reviennent sur la ville. On était en truc pluvieux, hyper sombre, et puis on passe en plein soleil. Et si avec ça, Et si avec ça, ouais, il y a plein de petites erreurs comme ça. Mais on pardonne facilement au film ce côté très. Tu connais la durée du tournage? 2 euh, jours. Je crois que ça a été assez court, effectivement. Je me souviens plus. 3 mois. Ah non. Ah non, On d'accord. dirait un truc fait en 2 jours quand même. Oui. Et tu sais où est-ce que ça a été tourné? Non. Donc alors cette partie en ville, c'était dans une ville reconstituée en Italie, donc fait pour les studios. Tout ce qui est en extérieur, ça a été tourné en Espagne. Donc aussi quand tu parles de raccord entre la ville, Ouais. la temporalité entre la ville, tout ça, on est déjà géographiquement sur des lieux très différents. Et tous les intérieurs de bâtiments, c'est en studio. Mais par contre, les intérieurs sont plutôt bien foutus en fait. Il y a du beau boulot là-dessus. Parce que ça cadre bien. Ils arrivent à donner le côté humide à l'intérieur des studios. Enfin, ça c'est pas mal. Enfin bref, donc le cadre est posé. Et malgré tout, malgré tous ces problèmes, ça fonctionne efficacement. Et donc on a cet anti-héros hyper badass. Les images sont cool, il traîne un cercueil dans la boue, il a du mal à avancer. Il va tuer 5 types en 2 secondes, prouvant que c'est un très très bon tireur. C'est assez classique avec le genre de héros de western italien. Et il cause peu. Pareil, ça c'est un truc qu'on retrouvera de manière assez récurrente, notamment Mon nom et personne, justement. Et oui, donc cette scène où il dézingue tous les mecs, je trouve qu'elle est hyper efficace. Parce qu'en fait, il y a une vraie mise en place, mise en scène, qui va créer cette surprise. Tu parles de l'arrivée du de l'arrivée l'armée du major dans le village. Ouais, dès qu'il s'installe au saloon, qu'il boit un verre et tout, et puis là, t'as le major qui rentre dans le saloon avec sa bande de gars. Tu sens que ça va friter entre eux, quoi. Et en fait, il pose tous les personnages. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Il y a quoi, 5 types, 5-6 types. Et il les présente les uns après les autres. Ils sont tous stylés, ils ont tous visuellement quelque chose. Il y en a un qui a une balafre. Enfin, ils sont tous vraiment présentés iconiquement, en fait. Et, bah, surprise, ils vont tous mourir d'un seul coup, tu sais, alors qu'on s'attend à ce que ça fasse tout le film presque. On s'attend à ce que, donc, il va galérer, il va les affronter par vengeance ou j'en sais rien, et qu'il va les tuer un par un et tout. Mais non, il les tue en 2 secondes. Et j'ai trouvé ça au niveau de une vraie mise en place pour surprendre, quoi. Et, euh, et on va voir que c'est assez ça revient régulièrement avec ce réalisateur. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Parce qu'en fait, ouais, ce réal, en fait, il aime bien justement faire ça, casser les codes, changer. Et il va le prouver dans les autres films après, notamment le film Le Grand Silence, je crois, un truc comme ça. Je me souviens plus des titres. Et pareil, où il va faire une fin qui se termine vraiment pas bien, mais de manière surprenante, quoi. Donc il aime bien Sergio Corbucci, voilà. Il aime aller contre les attentes pour mieux exposer sa vision des choses, pour aussi montrer la dure réalité. euh, voilà, que dans la vraie vie, ben, les héros réussissent pas forcément. Sauf que là, du coup, il va réussir quand même, mais bon.
Et donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et j'ai perdu le fil, excusez-moi messieurs. Pourtant, on t'a pas Tout interrompu seul, du en tout, plus, quoi. hein. Voilà. Tout seul, ouais. Ah ouais, t'as perdu le fil tout seul. Ah ouais, ouais. Donc, tu parlais Bah, en des, fait, Voilà, attends, des du héros coup, et du traitement du héros par Ouais, ouais, ouais. Sergio Non, non, mais en Corbucci. plus, je croyais raconter des trucs. Bref, peu importe. Non, non. à ton rythme. Vas-y. Et donc, on va être encore surpris une deuxième fois quand donc il propose le défi à ce chef-là, qu'il aurait pu tuer tout de suite, en fait, ça aurait été pas mal. Mais il demande à toute son armée de venir dans la ville et de l'affronter dans la ville, et puis il attend. Ils arrivent dans la rue principale. Là, c'est pareil, t'as plein de mecs, t'as toute une armée avec des mecs cagoulés en rouge et tout. Là, tu te dis, pareil, oh là là, ça va. La scène va durer sur le temps, ça va bastonner dans la ville. Et non, là, on découvre ce qu'il y a dans le cercueil. Il sort la mitrailleuse, et puis il dézingue tout le monde. Les mecs, ils tombent de manière Non, mais- peu crédible, Oui, oui, très souvent. j'allais dire. Et encore une fois, voilà, la surprise. Et du coup, on découvre que le héros est plus stratège que badass, au final. Il change un petit peu d'alignement, on va dire. Car tout ça fait finalement partie d'un plan pour de l'or. Et après plusieurs péripéties, eh ben, le héros finit par le payer cher, donc en perdant l'or et en se faisant broyer les mains. Nouvelle surprise. Et là, après, on découvre qu'il devient réellement badass. J'adore cette scène où il rentre dans le saloon et puis il porte la nana alors qu'il a les mains brisées, quoi. Et donc il a réussi à soulever la nana avec ses mains brisées. Et il est tellement badass, il arrive quand même à la porter, quoi. Et à la ramener en ville. Et j'adore, c'est super iconique, enfin, j'aime bien. Et, euh, et à la fin, il arrive même à tuer les méchants malgré ses mains bousillées, en utilisant la tombe de sa bien-aimée, parce que c'est une vengeance aussi, ce film. C'est vrai qu'on sait pas trop. Ça change à chaque fois d'un peu de plot, le truc. Enfin bref, voilà. Donc c'est du pur western spaghetti, hyper généreux, hyper plaisant, à la fois très froid et dur, et en même temps super fun. C'est marrant d'arriver à lier ces deux trucs, avec du drama, de l'action, du suspense, des révélations. Et on y voit toute l'influence de Tarantino, hein, c'est pas... Carrément. En fait, Tarantino, je trouve qu'il a fait que filmer des films comme ça, en fait. Effectivement, c'est vraiment l'influence Tarantino. Non, Tarantino a été influencé par. Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est ce qu'il a mis dans ses films. Enfin, il filme du western spaghetti. Tous ses films, c'est du western spaghetti, en fait. C'est hallucinant. Je l'avais mis dans les trivia, mais tu parles de ce film comme inspirant Tarantino, mais est-ce que tu sais quelle est l'inspiration pour ce film? Oui, Tarantino utilisera aussi les inspirations japonaises. Ouais, ouais, tout à fait. C'est un film classique de Kurosawa, mais je sais plus lequel. Les 7 samouraïs. Non, je crois que c'en était un autre, non? Non, c'est les 7 samouraïs? Oui. Ok, d'accord. Ah ouais. Donc c'est un western avec des inspirations de films japonais qui aura un succès aussi au Japon d'ailleurs. Un grand succès Django au Japon. Ok. Donc, Ouais. Et ça dynamite le western classique américain, justement. Donc en reprenant les codes japonais, tout ça. Ouais, non, c'est cool. Et du coup, bah, forcément, c'est super divertissant. Ça a énormément inspiré, comme tu disais. Du coup, il y a eu des suites à rallonge. Même le type de personnage a inspiré, parce qu'on va le retrouver dans tous les autres westerns et tout. C'était vers le début des western spaghetti. A priori, on sait pas exactement comment le western spaghetti a commencé, mais ça, tu vas peut-être en parler. De 63 à 78. Ouais, ouais, ouais. Ça n'a pas duré très longtemps. Non, ça va. Ouais, malheureusement. Ouais. Ouais. Pourtant, c'était Mais l'impact, Ouais, non, mais c'est l'impact ça. que ça a eu en 15 ans, L'impact, c'est juste dingue, c'est quoi. impressionnant. Ouais. Et il y avait 3 Sergio, en fait, finalement, qui étaient importants dans cette période. Donc, il était aux côtés de Sergio Leone. La même année, il y a eu Le Bon, la Brute et le Truand, je crois, qui est sorti. Donc voilà, donc clairement, il fallait le faire, quoi. C'est trop bien.
Voilà. C'est à peu près tout mon argumentaire. Mais non, c'était juste super plaisant à regarder. C'est super fun. Je l'avais déjà vu étant gamin en plus. Étant gamin, c'est un peu spécial de voir ce film, mais ça m'a rappelé. Ouais, il y a non, la c'est scène trop de bien. l'oreille éventuellement. Parce Ouais, que la dans scène tous les de cadavres, en l'oreille, fait, et tu vois puis- pas forcément une goutte de sang. Hein. Tu Ouais. les vois. C'est Ouais. l'oreille. Si, et puis quand La il se pire, fait c'est broyer les l'oreille, mains, peut-être. tu vois, quand il se fait broyer les mains, ça c'est. Bah, tu vois c'est qu'il a du violent, steak quand même. haché sur les mains à la fin de la scène, Ouais. mais après, évidemment, tu vois pas. Après, si tu l'as vu à la télé dans les années 90, la scène de l'oreille a pu être censurée. Ah, c'est possible ça, ouais. Donc tu as pu voir le film sans cette scène-là. Ouais. Parce En que plus, je c'est me, vrai je me- qu'elle je- apporte pas, enfin, elle apporte rien à l'histoire, quoi. parce que je En me tant souvenais que tel, du coup du cercueil en fait et de la mitrailleuse. C'est à ce moment-là, je me suis dit oula, oui, mais ça j'ai déjà vu étant gamin ça. Mais ouais, non, enfin voilà, c'est du pur plaisir, presque du pur plaisir coupable quoi ce film. Ouais, non, c'est trop bien. Enfin, pas coupable, pourquoi être coupable de ça? Enfin bref, allez, je me tais. À toi, Emmerich. Merci Alan. C'était intéressant que t'as fini ton argumentaire en parlant des westerns américains. Oui. Et en fait, j'ai commencé par eux quand j'étais petit. Enfin, mon père était fan, enfin encore maintenant, il est fan de western en fait. Et j'ai commencé avec ceux-là, donc c'est les Gary Cooper, les John Wayne. Oh, John Wayne, tout ça, ouais. C'est- Mais il y avait des bons hein, là-dedans. Il y avait des bons Ouais, trucs, alors. hein. Non, je dis pas qu'il y en a pas des bons, c'est pas ça que je veux dire. Donc, mon hésitation, c'est juste qu'en fait, c'est sur le traitement. En fait, c'est la claque. Je voudrais essayer de vous expliquer la claque que j'ai prise quand j'ai découvert les western spaghetti. Parce qu'en fait, tous les westerns américains, ils sont pas, moi, enfin, je les trouve propres, mais presque trop en fait. Le héros, il est blanc, il est américain, il est rasé. T'as toujours une femme à sa place enfin, tu vois, chez elle, et à coup de claque, on la remet un peu à sa place si elle essaie de sortir un peu. Le méchant, c'est forcément une personne à la peau bronzée, donc c'est forcément un Mexicain, c'est forcément un Indien. Et puis c'était une manière aussi de réécrire l'histoire, hein, clairement, pour enfin, ce western américain. Et en gros, bah, les gentils sont gentils, blancs, et puis les sauvages, l'ennemi, bah, c'est les Indiens en fait. Et quand tu passes un western spaghetti, tu te dis, attends, mais non, c'est lui le héros là? Le mec tout crâne, tout rasé, enfin tout pas rasé justement, tout. Donc lui c'est. D'accord, ok. Donc celui qui vient de tuer froidement 5 personnes, c'est donc lui le héros de cette histoire en fait. Et du coup, ça te sort complètement d'un schéma où en fait, tu passes de personnages, en passant de western américain à un western spaghetti, tu passes de personnages très manichéens, très, encore une fois, les gentils sont gentils, ils sont blancs, à une forme d'histoire où en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça en fait, et les personnages ont des motivations comme tous les personnages d'une histoire, ils ont des objectifs, sauf que le chemin pour arriver à cet objectif, il n'est pas obligatoirement très vertueux. Ah ouais, non, pas vraiment. Ouais. Tu vois, Ah ouais. Là où le western américain il va en gros sauver la veuve et l'orphelin, tu vois, bah en fait le héros, je veux pas dire un anti-héros parce que c'est pas, mais le héros du western Le personnage principal. Sans personnage pas principal, loin, mais ouais, c'est ça. ouais. En fait, lui, il a un objectif, et puis s'il croise des gens qu'il va pouvoir aider ou pas, ben ok, pourquoi pas, en fait. Mais ça va dépendre de lui, ça va surtout dépendre de son objectif. Il a un plan dès le début, le Django qu'on voit. Hein. Ah oui. S'il laisse en vie le Major au début dans la scène du bar, c'est pour qu'il aille chercher son armée. S'il fait revenir son armée, c'est parce qu'il sait qu'il a, lui, de la mitrailleuse, qu'il va pouvoir tous en fait, réduire leur nombre drastiquement pour pouvoir ensuite s'allier avec les Mexicains, pour pouvoir ensuite, ayant réduit leur effectif, aller pouvoir leur piquer leur or. Tout ça, c'est un plan. S'il peut coucher avec Maria entre-temps, ma foi, pourquoi pas? Mais c'est un dommage collatéral, cette film, tu vois. Pareil, il y a des éléments de mise en scène que j'ai beaucoup aimés, en fait. Et je les retrouve qu'au début, j'en ai pas retrouvé après. Au début, on voit donc Django en train d'observer, de regarder Maria en train de se faire fouetter par des Mexicains. On n'a pas l'impression qu'il va faire autre chose que de rester planté là à la regarder se faire fouetter. On voit ensuite les Mexicains se faire tuer. On se dit, ah mais cool, c'est bon, il a pris ses couilles à deux mains, hop, et puis il est allé tuer les Mexicains pour sauver la fille. Sauf que non, en fait les gens qui ont tiré sur les Mexicains, c'est les hommes du Major. Et en fait, tu le comprends que quand la caméra elle tourne pour te montrer les hommes du Major. Et après, on voit hors champ Django qui
réalisant que donc les hommes du Major allaient brûler Maria, il s'est dit non, ma limite elle est là, fouetter une femme, ok, la brûler vive, quand même. Donc là, il va sauver Maria. Oui, puis vu qu'il était en partenariat avec les Mexicains, du coup, mais ouais. Tu vois ? J'ai même pas repensé à. Et ça, du je coup, trouve ça à ce intéressant, ce jeu de caméra. Et il y en a un autre aussi dans le bar, quand on voit Peter Pettigrew, Nathaniel, je crois, descendre de son échelle dans son bar. T'as presque l'impression que cette scène elle est en noir et blanc, pardon. Donc il descend de son échelle en premier plan, il va tout au bout de son bar là-bas, au fond de la scène, il verse un truc dans un verre, il fait glisser le verre le long du comptoir, et à partir du moment où la main saisit le verre, la caméra tourne, et là tu vois qu'il y a des filles dans ce bar qu'on pensait vides, et ces filles elles sont pleines de couleurs en fait. Et là aussi j'ai trouvé ça intéressant, cet Ouais, effet j'ai de beaucoup surprise. aimé Tu ce vois, plan, ouais. La Exact. caméra elle est fixe, et à partir du moment où elle tourne, bah, tu découvres un autre univers dans le bar, alors qu'au début la scène est en noir et blanc. Et j'ai regretté de ne pas avoir retrouvé ce genre de scène un peu plus tard dans le film en fait. J'ai pas eu cette impression d'effort, ou d'effort de mise en scène après en fait. Si, un petit peu, mais après, il y a l'histoire qui se déroule, et puis il y a peut-être moins moyen de placer ça, je sais pas. Mais... Je sais pas. En Ça- tout cas, c'était très intéressant de voir ça au début. Et comme tu dis, ça installe tout de suite comme tu dis, Alan, ça a installé une ambiance tout de suite. Et tout de suite, t'es assez bien, t'es assez confortable, quoi. Ouais. Tu vois le héros arriver. Comme tu l'as dit, il parle peu. Il va tuer 5 personnes en 2 secondes. Je crois qu'il a 62 balles dans son réservoir. Je crois que j'ai. Dans à la peu près, mitraillette, hein. en tout cas, il À en peu a, près. Mais il en a même une dans son tonne. revolver, hein, je crois qu'il doit avoir J'aime bien une parce que la bonne mitraillette, soixantaine d'ailleurs, de- t'as Oui. les balles qui sont liées à la mitraillette, mais ça descend C'est pas en ça, fait. et jamais. Donc il marche très lentement. Enfin, je veux dire, il met une plombe de sa table à l'escalier parce qu'il faut créer un petit effet, tu vois. J'ai pas besoin de me presser, moi je suis un badass, tu vois. Donc il y a ça. Donc effectivement, ça marche très bien. La musique aussi. La musique, elle a vraiment participé à mettre des lettres majuscules à Western Spaghetti, parce que encore une fois, les westerns américains, putain, la musique. Par exemple, je vous invite à écouter. Je la mettrai d'ailleurs dans cet épisode maintenant d'ailleurs en fond. On va écouter donc le thème de la chevauchée fantastique. Alors c'est très américain. Il y a de la trompette. C'est un terme qui est redondant. C'est tout le temps la même chose. Je crois que pendant 2 minutes, c'est le même thème qui tourne en boucle. Ça a le rythme d'un cheval au galop. Mais attention, le cheval qui galope tranquillou, hein, à la cool, en contemplant des paysages qui sentent bon le génocide de natifs et qui n'ont rien demandé. C'est ce genre de thème en fait. Ça installe. Ça n'a d'héroïque que parce qu'il y a de la trompette en fait. Mais là, on parle pas d'un cheval qui galope pour sa vie en fait. Ce thème donc de la chevauchée fantastique, il est très représentatif de son genre. Encore une fois, hein, les héros c'est nous. Mais la musique des western spaghetti, elle est tout de suite un peu plus, elle est un peu plus dissonante parfois. Des fois, tu as des chœurs qui vont faire tout oui, juste ça en fait, en plein milieu du morceau. C'est beaucoup de chœurs masculins aussi. C'est vraiment des choses qu'on voyait pas ou qu'on n'entendait pas dans les westerns américains. Encore une fois, trop propre. Et même la musique, sans aller jusqu'à dire que la musique des western spaghetti elle est sale, mais en tout cas, elle est en fait, elle est dissonante. Elle met parfois mal à l'aise. En fait, là, je vous défie. Même la musique joyeuse, l'arrivée au bar, le groupe qui joue. Oui. Même là, ça sonne faux. Mais c'est censé mettre de l'ambiance et tout ça. Et déjà, ça t'attire. T'arrives pas à mettre ton attention sur autre chose que cette musique qui est dissonante, comme tu dis. Mais ouais, je suis tout à fait d'accord. Non, mais et ça, c'est fort parce que ça participe au malaise. Ça participe à bousculer un repère en disant, ok, c'est pas forcément ce que tu crois. Là, ça va être autre chose. Le personnage que tu vas suivre, il va pas forcément être propre dans tout ce qu'il va faire pendant tout le film. L'important, c'est pas ce qu'il ne te paraisse propre. L'important, c'est pas qu'il réécrive une histoire. L'important, c'est que tu le suives lui jusqu'à son objectif. Et ça, c'était hyper intéressant en fait. Vraiment. Donc, en tout cas, ça vibre. Ça vibre tout de suite. Ça amène quelque chose de dissonant. Encore une fois, je répète ce mot, mais je trouve qu'il est important et ça montre bien les différences entre les deux. Et je trouve que tu peux retrouver les mêmes différences que tu peux trouver entre les différents thèmes musicaux entre un western américain et un western spaghetti dans l'histoire en fait. Je trouve que c'est assez intelligent la manière dont la musique a collé à ce point aux histoires qu'on te racontait en fait.
Et Django, donc cette première apparition de Django, pour moi, c'est la quintessence du western spaghetti, en fait. T'as de la boue, t'as un anti-héros, il va sauver une femme, il va coucher avec, mais il se serait bien barré sans elle avec tout l'or. Il se trouve qu'il se barre avec parce qu'elle le chope, en fait. Qu'est-ce que tu dis, non, tu m'emmènes. Tu vois, il n'y a rien de propre, il veut pas sauver la femme plus que ça, en fait. Et même elle dit, elle le connaît pas, elle dit je t'aime Django et tout. Mais ça sort ce je t'aime. Ça. Oui, mais mais c'est juste qu'elle veut, elle sait que c'est son point de sortie de cette merde, et puis du coup elle s'accroche à lui, et c'est tout. C'est. Et encore une fois, c'est un personnage qu'on voit pas, qu'on voyait pas, en tout cas forcément dans les westerns américains. J'arrête pas de comparer depuis tout à l'heure, mais il y a une vraie, il y a eu un vrai impact sur ma manière de voir les westerns à partir du moment où j'ai découvert les westerns spaghetti. Et du coup, ce type de western, ce genre-là, c'était la parfaite réponse au western américain. C'est le Joker de Batman, c'est le Darth Vader d'Obi-Wan, c'est le Gargamel du Grand Schtroumpf et c'est le Skeletor de Prince Adam. C'est une vraie réponse à un western qui était hyper propre. Et encore une fois, c'est pas propre, c'est pas péjoratif plus que ça. C'est un genre, voilà. C'est ni bien ni mal, hein, tu vois. Mais il y a un vrai décalage. Enfin, c'est un vrai plaisir de voir des cow-boys mettre des claques à autre chose que des femmes, quoi. Enfin, encore une fois, hein, les westerns américains, les seuls qui se prennent des claques, c'est les femmes, quoi. Bon, dans les westerns italiens, elles sont pas hyper bien loties non plus, les nanas, mais... Non, mais elles sont pas aussi mal loties. Ouais. En fait, non, mais c'est vrai, elles ont une autre présence à l'écran, elles ont une autre fonction, en fait, en tout cas. On a quand même une bataille dans la boue de trois nanas. Évidemment, ça, j'osais pas en parler parce que ça allait un petit peu à l'encontre de ce que j'étais en train de dire. Mais c'est vrai que cette scène existe. Elle joue, voilà. Donc du coup, voilà. Alors, pour revenir à Django très précisément, cette fois-ci, en arrêtant les comparaisons, ça m'a surpris d'entendre la musique d'intro du Django de Tarantino au début de ce Django, en fait. Ça m'a surpris aussi, mais ça m'a surpris... Enfin bref, je vais venir, pardon. Ça m'a surpris d'entendre le thème musical, donc pas forcément la musique d'intro, hein, pas le morceau, mais le thème musical du Django de Tarantino, dans ce Django-là. Et en fait, ça m'a surpris parce que ce thème musical, il arrive dans ce Django de 1900, donc avec Franco Nero. Il arrive quand les hommes du Major reviennent en ville et avant que Django sorte sa mitraillette. Donc en gros, c'est le thème des méchants. Il arrive plusieurs fois dans ce film et à chaque fois, il accompagne les méchants. Mais dans le Django de Tarantino, ce thème arrive quand Jamie Foxx tue les frères Brittle à la plantation de Big Daddy. Et en fait, donc par extension, je me suis dit, mais pourquoi Tarantino... Enfin, elle est où l'inspiration, en fait? Parce que c'est les deux films... Enfin, je m'attendais pas à un remake non plus, tu vois, de Tarantino pour ce film. Mais je me dis... Ok, c'est le film qui l'a inspiré pour faire son Django, mais en même temps, il n'y a rien à voir entre les deux. Il n'y a pas un thème qui est équivalent, il n'y a pas un personnage qui est pareil. L'histoire est... Enfin, je veux dire, tu peux pas faire... C'est même pas la même histoire dans un angle de vue différent. En fait, c'est juste une histoire complètement différente. Et après, effectivement, je me suis rappelé que ce Django, en fait, c'est un prête-nom, comme peut l'être James Bond, en fait. C'est juste un nom sur un visage. Tout à fait, ouais. C'est presque un nom de code. Et comme tu l'as dit, Julien, il y a des centaines de films. Ça va plus raconter un style. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et ça, du coup, j'ai trouvé ça intéressant. Après, cette utilisation des musiques, là, pour le coup, quelque chose m'échappe, vraiment. Enfin, pas la musique d'intro, mais le thème musical, son emploi par Quentin Tarantino va à l'inverse de ce qui avait été proposé dans l'original. Donc ça m'échappe un peu. Mais en tout cas, le fait d'avoir utilisé le nom Django pour faire ce genre de western, ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Parce que, au final, c'est un peu, enfin, sans faire de raccourci facile, c'est un peu comme James Bond, finalement, où t'auras un James Bond avec plein de visages différents, en fait. C'est un nom de code. C'est un nom sur un visage qui va changer, quoi. Donc,
C'est histoire de le faire entrer dans la légende finalement. C'est ça. Après, ensuite, Tarantino, t'as quand même toute l'intro qui est la même. Des plans qui sont très très similaires, Oui. la même police Le plan d'écriture, fixe, la, oui. la même longueur d'introduction, la même musique. Oui, mais à ce moment-là, on parle d'hommage à la limite. Oui, voilà, Tu vois mais c'est plus ça. je pense que c'est ça. Oui. Inspiration, effectivement, il parle pas d'inspiration scénaristique, mais une inspiration sur la réalisation. Tu vas avoir des plans Ouais, qui sur vont la être forme. des copier-coller du Django de 66, mais pas forcément. Enfin, niveau histoire, on est très différent. Même si t'as des points, cette espèce de création de pseudo Ku Klux Klan qui se Oui, fait je dans me suis l'un dans demandé l'autre. si tu vois la scène avec les cagoules blanches dans Ouais. le Quentin Tarantino. Ah si, c'était pour les dégommer de manière. On est d'accord, Oui, hein. oui, bien sûr. Bah, oui. comme Oui, les oui, mecs c'est avec les cagoules rouges. Oui, c'est dans- ça, dans mais du coup, Django. ça fait très Tarantino, ça, ce Ouais. petit moment de la vraie vie un peu absurde c'est ça. avant de l'épique. Et où il tabasse les méchants, enfin il les dégomme juste pour se faire plaisir. Oui, tout à fait, c'était ça. Mais ça, effectivement, c'est pareil dans le Django de 66. Enfin, pareil. C'est les foulards rouges de 66, ça Ouais, représente c'est ça. la même formation de gens. Alors, tu peux chercher énormément de similarités entre les deux, mais autant que c'est pas du tout la même histoire. Voilà, Non, mais carrément pas. c'était juste pour faire. Non, mais c'est ça. Et bon, du coup, je vais finir là-dessus, parce que je suis Et d'accord le avec... Django de Tarantino est un peu moins anti-héros d'ailleurs. Non? Là, on peut. Enfin, c'est l'ancien. Enfin, les deux sont un peu tordus, donc. Ouais. Ouais, Donc, mais là, il prend... Dans le Quentin Tarantino, au bout d'un moment, le Dr Schultz, il dit à Django, il faut que tu joues un personnage, et à aucun moment tu dois sortir de ce personnage. Donc à partir de moment, tu es un esclavagiste. Il se trouve que tu es noir, mais tu es quand même esclavagiste. Et il va jouer le jeu à fond en regardant D'Artagnan se faire bouffer par les chiens, en envoyant chier des esclaves en fait, parce que voilà, il était à ce moment-là dans le rôle d'un personnage. Ça n'empêche pas la vengeance finale. Donc je pense pas qu'on soit dans un anti-héros. Je pense qu'on est encore une fois dans un personnage qui a un objectif, et donc qui est sauver Brumhilda, sauver sa femme, et du coup il fera tout pour aller au bout, quoi. Mais il y a un côté... Oui, mais c'est un peu plus noble. C'est tu ça, vois. c'est ce que j'allais dire, Un tout petit peu ouais. plus noble. Exactement, il y a un côté plus noble. Alors que Légèrement. le Django de 66, Franco Nero, lui... Non, ouais. non, lui, il n'a rien à foutre. Non. Oh, d'accord. Il n'est pas là pour... Non. Bah, Il n'est pas là pour rigoler. Il venge quand même sa femme. Parce que c'était son objectif. Bon, pas que, hein, parce qu'à la base, il voulait se barrer avec l'or. Oui, enfin bon. Donc voilà. Mais c'était quoi le bonus en fait? Est-ce que Oui, c'était c'est l'or ça. le bonus ou est-ce que c'était la Ouais, vengeance le bonus? C'est ça, ouais. Tu ouais. Parce sauras- que le tu bonus, sauras c'était de pas. coucher avec Maria. Ouais. Et enfin, quand tu vois qu'il a un plan depuis le début, c'est que tu vois, donc, il va coucher avec Maria dans le saloon des Mexicains. Il va monter dans une chambre avec une fille qui ne sera pas Maria, en fait, parce qu'il sait très bien que c'est la plus belle du saloon ce soir-là, qui va la mettre à la fenêtre et lui demander de se déshabiller pour qu'elle... Détourne l'attention. Voilà, pour qu'elle arrive à distraire les trois gardes ou les trois mariachis au sol. Donc, en fait, voilà, à aucun moment, et ça j'ai trouvé intéressant parce qu'il est quand même bien écrit celui. Quand il choisit cette fille, cette brune plutôt que Maria la blonde, à aucun moment il a un regard pour Maria. Tu vois, à aucun moment il essaye de lui faire comprendre que quoi que ce soit. Ouais, en mais fait, là, j'ai trouvé qu'il jouait peut-être justement un jeu. Il voulait pas mettre Maria dans cette position oui, de c'est l'heure, ça. en fait. Ouais. Si. Donc il tient un petit peu à elle quand même. Mais en même temps, il suit le plan qui s'était fixé C'est initialement. Il suit son plan. Ah ouais. Et c'est juste qu'elle elle est là en plus, elle était pas censée être là. Du coup, il l'ignore volontairement. Ok. Mais ouais. il l'incorpore pas du tout à son plan parce qu'il sait que déjà il est pas sûr de s'en sortir vivant. Et elle non plus, il veut pas la mettre en danger. Mais le scénario, c'est un coup de bol, hein, que ça soit bien écrit d'ailleurs, parce que... non, mais comme tu disais, alors je me souvenais pas que ça avait mis 3 mois, mais par contre, je me souvenais que ça avait été un peu chaotique, et que ça se faisait des fois au jour le jour, au niveau scénario et tout, et t'arrives à une sorte de cohérence comme ça, tu te dis, mais c'est magique, quoi. Alors, peut-être comme tu dis, c'est peut-être des coups de chance, mais Ouais. en tout cas, c'est très juste. Ou le réal aussi est pas mauvais, quoi. Et puis il va le prouver même dans d'autres films Je me après. suis hein. demandé si c'était pas 2 réals au bout d'un moment, parce que j'ai vraiment aimé ces effets de mise en scène du début, et du coup j'en ai pas revu après, c'était dommage. Parce qu'il y a la fusillade dans le fort. Oh, la fusillade. J'ai remis un passage 3 fois. Ils arrivent à choper le sac d'or, ils sortent à 3, donc le chef des Mexicains devant,
un acolyte au milieu et Django derrière. Et en fait, dans leur fuite, le mec qui est au milieu, il se retourne, il tire au fusil, mais en fait, Django, il est à 1 mètre de lui derrière. Et en fait, il lui tire littéralement dessus. Ça n'a aucun... Oui, toute exact, cette j'avais scène tiqué n'a sur ce truc. aucun... Putain, en termes de mise en scène, ça n'a aucun sens. C'est génial. Alors, je voulais revenir sur un truc. T'as dit le mot fun tout à l'heure, Alan. Ouais. Alors moi, Oui, possible, ouais. mais ma question, parce que moi j'ai pas ri à ce film, ou quand j'ai ri, je pense que j'étais pas censé rire. Comme par exemple cette scène du fort où tout le monde se tire dessus, mais peu importe d'où ils viennent, peu importe les camps, tout le monde se tire dessus. Évidemment, il y a que les bandits qui meurent du coup. Donc ça m'a fait rire, mais c'était pas prévu de me faire rire en fait. Toi. Donc est-ce que il y a eu vraiment des moments dans ce film où t'as ri de bon cœur quoi en fait? Non, pas ri, mais enfin, il y a des Ou t'as trouvé moments, ça fun quoi. Évidemment rire. des, c'est des- peut-être un peu des- fort. des moments hyper divertissants, quoi. Notamment l'attaque du fort. Enfin, je sais pas, c'est généreux dans les fusillades, dans tout ce qui se passe. C'est Et, généreux, oui, effectivement. et voilà, c'est ça que je trouve plaisant, que tu prends avec plaisir, quoi. Tu te dis, ouais, bah, allez-y, les mecs. Oui, les revolvers, je te dis, avec mince, Même si tu sens que c'est fait un peu des barillet de 60 balles dedans. à l'arrache et tout. Ça, au moins, c'est Quentin ça. Tarantino, Que les mecs, ils il- meurent de façon ridicule. Ça, oui, ça c'est... Putain, et puis il meurt vraiment mal. Ah ouais, Il meurt vraiment mal. ah ouais, carrément. Enfin voilà. Mais c'est pas grave. Pour ma réponse, pour me laisser parler Julien, alors c'était oui. Tout comme il fallait faire le premier James Bond, il fallait faire ce tout premier Django. Et pour moi, c'est le Citizen Kane du western spaghetti. En fait, c'est un film que j'aurais aimé, pas préféré. J'aurais aimé voir plus tôt. Tu l'avais vu avant de le revoir pour le film ou non, tu l'avais... Non. Donc tu l'as découvert là. Ouais. Ok. Ouais. Et d'ailleurs, ça a remis un peu en relief des références que j'avais en fait, comme Terence Hill par exemple, ou Bah, justement, ouais, des scènes de violence dans certains westerns, ouais. Bah, le Django suivant, Trinita et... Ah, mais c'est ça, le premier. Prépare ton cercueil avec Terence Hill, Mais justement. Terence Hill, c'est le presque sosie de Franco Nero. Hein. Oui, mais Ouais, ça aurait c'est dû être la C'est un suite. brun Mais allé avec des yeux bleus Pour incroyables. le coup, tu parlais de blond, pardon. deux scénaristes. Alors, j'ai plus son nom, mais effectivement, ils étaient deux sur le film. Et c'est le second qui est parti faire ce film-là, le Trinita, Prépare ton ok. cercueil, avec Terence Ah oui, Hill. et puis Et qui devait être un film sérieux et en fait qui a fini en comédie. Avec, Exactement. Mais Terence Hill que et ça Bud marchait, Spencer. Ah ouais. ça marchait très très bien. Enfin, moi, Ouais, ouais. j'aimais Non, mais bien les étant Trinita, gamin ouais. ces Bien sûr. séries-là, ouais, justement. Bien sûr. Et du coup, mon nom est personne, là, qui est mon western préféré, il a... En fait, ils ont enlevé tout ce qu'il y avait de trop comique des Trinita et gardé c'est ce côté un peu sérieux, sans se prendre trop au sérieux que Ouais. j'aime. C'est ce juste milieu Ouais, que j'aime beaucoup dans ce film, en fait. ouais, carrément. On n'est pas dans une pure comédie, parce que pas du tout, mais on n'est pas dans un film trop sérieux. Je trouve vraiment Ouais, le mélange est il y a parfait. une sorte quoi. d'équilibre de ton qui est assez parfait dans ce film, qui est très touchant. Ouais. Donc oui, il fallait faire le Django de 1966. Très bien. Merci. Peut-être que Sergio Julien va nous Corbucci. dire qu'il fallait pas le faire. Et c'est son droit, tu sais. Bah oui, Qui sommes-nous pour juger? ça serait dommage serait de pas le Vous faire. avez, quand vous même. avez dit oui tous les deux à Liberté Oléron, et je maintiens que c'est non. Donc voilà. Voilà, je l'aurais dit comme ça. Je l'aurais redit ici. Ça va mieux. On sait que tu as encore des choses à dire sur ce film. Tu veux... Non, ce n'est Non, ni non, le c'est- lieu ni le moment. Ce sera pour le débrief de fin de deuxième saison. Il est capable de ruminer ça encore pendant 8 mois, quoi. Donc, Ah ouais, euh, non, justement, on lâche tout. Tu Alors vois. je veux bien ruminer. Alors j'arrêterai de ruminer Liberté Oléron quand tu arrêteras de ruminer Belle. Julien. on en parlera à la fin de la saison. Voilà, d'accord. Donc, À vous les merci, studios, Julien. merci, Émeric. Avec plaisir. Ah, J'ai pris beaucoup de plaisir. Ah, regardez ce bah, film, c'est très bien. clair. Oh ouais, tellement. Ouais, vraiment. Ouais, Très on s'était fait un peu du mal avec les deux derniers, donc c'était. J'avoue, mon Dieu. Donc à l'amour, parce que si vous nous suivez depuis le début, vous avez peut-être compris que je n'ai aucune affection pour les films servant de prétexte à y cacher nos comédies romantiques. Là, je vais revenir, je vais faire une petite digression sur un film récent, Jacques Mimoun et le secret de Valverde. Vous l'avez pas vu? Si. Si, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Ok. Oui, je l'ai vu. Ah.
Ok. Donc même si je trouve la réalisation du film intéressante dans le paysage français, on pourra en parler ici d'ailleurs un jour. Mais sur le fond, le fait que tout le film soit orienté autour du personnage de Malik Bentala qui veut absolument avoir une fille avec tout ce qu'il y a de malsain derrière, donc du mensonge, de la tentative de suralcooliser, de l'inversion des valeurs, ça m'a complètement perdu. Et ça m'a fait vraiment passer d'un film que j'aurais peut-être aimé à non. Donc je reviens sur Kobuchi. Il commence par le sauvetage de la princesse qui a été enlevée par les deux groupes de méchants. Du coup, elle est parière dans les deux groupes que va affronter euh, Django. Et elle finira avec lui. Donc, j'ai eu un petit moment de doute. Est-ce qu'il essaye pas de nous cacher juste une histoire d'amour? Non, mais non, en fait, pas du Non. tout. Vous l'avez assez dit. Il est là, il a un objectif. euh, et même si elle voit en lui l'indépendance et la liberté, et surtout sa survie, il n'y a pas de volonté scénaristique absolue de faire de ce couple un objectif. C'est un dommage collatéral, comme tu l'as très bien dit. Du coup, le film est parsemé de scènes qui a tendance à les éloigner. Alors que c'est les deux personnages qu'on présente au début. D'ailleurs, vous parliez des morts qui sont absurdes. Elle se fait fouetter, elle a pas l'air... Enfin, c'est... les scènes en gros plan de ces moments de fouet. On est très loin de celui de Tarantino qui reprend ouais. la même, et là, on sent une souffrance derrière. À chaque coup, tu le sens. Ouais. Donc, on a une vraie progression en acting. Oui, en acting. Je pense en 60 ans. Donc, il y a plein de moments qui les éloignent, des moments qui cachent, qui coupent un peu l'illusion de ce qui pourrait être le début de ce couple. Et le spectateur n'est pas du tout mis dans la confidence. On va pas lui expliquer que finalement oui, non, ou avoir lui apporter plus d'éléments là-dessus. On va juste voir Django dérouler son plan et essayer de comprendre ce qu'il essaie de faire avec toujours un objectif, voler l'or, tuer tout le monde et se barrer. Euh, et on va le voir déployer des plans tout en ignorant Maria. Alors je mets des gros guillemets autour d'ignorant parce qu'on sait on comprend que c'est une manière de la protéger aussi. Et c'est ce que tu disais, on parle de cette scène dans le bar des Mexicains, où effectivement il fait tout sans elle. Il choisit une autre fille alors qu'elle lui avait dit quelques scènes avant qu'elle l'aimait. Donc c'est violent, mais en même temps, on voit au déroulé que c'était pas du tout un objectif pour lui faire du mal, mais juste dérouler son plan. J'ai vraiment adoré ça. Au-delà de ça, la richesse des thèmes que l'on pourra traiter s'avère considérable. On pourrait y passer des heures en fait. Si on voulait décortiquer tout ce qui s'y passe, là, l'émission de 1h20, on n'aurait pas le temps. Donc j'en ai juste sorti quelques-unes avec un bref descriptif, mais c'est de loin pas exhaustif ni détaillé suffisamment de ce que j'aurais voulu. Mais je vais revenir sur pas mal de points que vous avez déjà abordés d'ailleurs. Donc la qualité des décors. Donc effectivement, ça a été tourné pendant 3 mois, de décembre à février, en hiver, dans cette ville boueuse à cause des intempéries. Et il y avait eu volonté de la part de toute l'équipe de ne pas tourner, d'attendre que ça sèche, parce qu'on était en Italie, ils auraient pu attendre quelques jours et avoir un décor plus propre. Ça a été refusé, c'était exactement ce qu'ils voulaient rendre comme ambiance de ville sale, de ville vivante, entre guillemets. Alors à la base, je crois qu'il voulait tourner dans la neige. Ce qu'il a Non, fait finalement après, en fait. Je crois qu'il Ok. fait vraiment froid parce que la scène du bar où. Ah, tu Après- vois la vapeur Ouais. qui sort de la Oui. bouche là. Exact. Ouais, Donc, exact, Ben, ouais. il y a la vapeur qui sort de l'acteur et. On est Oui. entre décembre et février, donc on est vraiment sur un tournage d'hiver. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que dans certains décors qui sont d'intérieur, a priori, eh ben, des fois, t'as la vapeur qui sort aussi de la bouche des personnages. Si je dis pas de bêtises. Alors que là, on est censé être en studio. Ouais, bah ouais, justement. Donc soit il est vraiment très froid dans les studios, ce qui est tout à fait Soit possible. c'était un décor qui était sur place à ce Mm. moment-là. Je sais pas, mais du coup, il n'y a pas de cohérence entre l'intérieur et l'extérieur
Il n'y a pas d'incohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Ça, je trouve ça bien. Il n'y a pas de cohérence non plus. hein. Il y a pas de co- Et il y a des fois pas trop de cohérence aussi. Ou c'était peut-être un peu d'After Effects, je ne sais pas. Ah, non, Non. non, non. Ok. Donc ça, ce sont des points qui sont internes au film. Le jeu d'acteur a vieilli, quand même, on le sent. Oui, Hein, oui. vous avez assez parlé de ces morts absurdes. Non, et puis on Euh, sent que c'est un truc. Mais c'est ça aussi qui fait plaisir dans ce film. Tu sens que c'est filmé. Euh, Ben, tu les sais, pellicules étaient chères et il fallait pas refaire 50 prises. Quoi. Ouais, c'est Ouais, ça. Puis c'est filmé. Enfin, plus avec passion et puis peut-être un manque de moyens et tout, mais au moins ils y vont, quoi. Et des fois, ça me manque un petit peu de nos jours, ce truc-là. à qualité équivalente aujourd'hui, on considérerait ça comme de l'amateurisme. Ouais, peut-être, peut-être. Mais ça n'empêche pas de se laisser emporter Ouais, c'était malgré il y a- ça, quoi. C'était il y a 60 ans. Quoi. Là, on te raconte, 55 ans. c'est ça. Ouais. Là, on te raconte une histoire. Ah, mais il y a des vraies idées de mise en scène. Il y a des. Ah oui, oui. Oui, tout à fait. Non, enfin, je vais pas commencer à faire. Ouais, c'était mieux avant et tout. Non, non, non. Non, non. Tu peux, Pas si tu faire veux. le Hein. vieux con quand même. Mais ça, c'était bien. Enfin bref, excuse-moi, j'arrête pas de Non, te non, couper. tout va bien. De toute façon, c'est des thématiques, donc en fait, enfin là, j'aborde juste le. Ah oui, non, mais de- oui, je comme prends tu du doigt disais, une effectivement, thématique. On peut en débattre pendant ouais, des on heures. peut Et en puis, parler pendant si des on heures. voulait approfondir sur les méthodes de création et savoir comment c'était fait et pourquoi, on aurait 3000 choses à dire. Ouais. Et il y a des livres complets là-dessus. N'hésitez pas, si le sujet vous intéresse, à les lire. Hein. Vraiment, ça a été déjà étudié dans le détail. Donc c'est pas le but de Puis là, l'émission non allez plus. regarder aussi un peu des trucs enfin, sur la carrière de Sergio Corbucci, c'est assez intéressant. Moi, j'ai regardé un petit reportage sur YouTube de Arte qui parle de lui en particulier. C'était assez cool. Très bien. Et donc dans cette dernière thématique interne au film, il y avait cette musique. Mais je vais pas redire ce que tu as déjà dit, donc pareil. Mais c'est fou. Non, mais vraiment, Ouais. enfin, je reviens pas de l'impact que ces 15 années de western spaghetti ont eu sur tout le cinéma. Quoi. Là, Mais vous l'avez entendu, tellement. tout à l'heure, le thème de la chevauchée fantastique. Ben là, je vous garantis, enfin, là, je serais à peu près prêt à parier que vous ne pourriez pas me la chanter là maintenant. Par contre, si je vous fais voilà, exactement. Ça, c'est le bon, la brute et le truand. Et ça, dans 40 ans, Ouais. c'est encore identifiable. Quoi. Mhm. Complètement. C'est incroyable. Et tu as parlé de musique dissonante plein de fois. Ouais, tu vois, moi, je l'avais aussi noté. Oui, Il- t'avais mis ça, non il est là, tu vois. C'est le même mot sur mes Ah, notes. c'est ça que je t'ai vu barrer pendant. Voilà, je me dis, pendant bon, bah, pendant que je parlais. ça c'est mort, voilà. J'ai vu barrer Julien une phrase rageusement. Putain, mais fais chier. Bah, oui. Oui, parce qu'on communique pas forcément avant sur ce dont on va C'est parler. exactement ça, la Donc surprise. on peut se chevaucher notamment là sur la musique. Oui, Alan, il a dit chevauché. Et oui, j'ai eu la même image que toi. Et non, ça ne me fait pas plaisir. On parlait de Même si, de balade à cheval tous Bien ensemble, sûr, hein, oui, c'est oui. ça. Bien, oui. Oui, 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 oui. Non, mais si, après, voilà, je suis le premier à dire qu'il faut être curieux avant d'être dans le jugement. Donc, bref. Et du coup, en extra, c'est tout ce qui ronde autour du film. Comme tu parlais de cette marque Django ou de cette marque James Bond, c'est quand même un film dont on va hériter une espèce de marketing à outrance et à l'international autour de ce nom. Donc, Django va pas capitaliser là-dessus. Hein, c'est vraiment les équipes commerciales qui vont se servir de ce nom-là à toutes les sauces. C'est pas un nom déposé, chacun en fait ce qu'il veut. Et c'est marrant, c'est que je pensais que c'était très franco-français de modifier un titre étranger pour le rapprocher d'un autre film existant qui avait déjà eu son succès et pour en gros gruger les spectateurs et leur faire venir voir un film qui pense se rapprocher d'un autre alors que pas du tout. Et il y a eu cette mode des very bad quelque chose. Ouais, ouais, non, ouais. Si les Français peuvent aussi caler le mot sexe à un endroit du film, enfin du titre du film, c'est pas mal aussi. Mais en fait, non, c'est quand même c'est un phénomène international. Et avec Django, du coup, en retrouvant tous les titres de films en Allemagne, que ce soit aussi au Japon, enfin voilà.
En fait, c'est partout. C'est pas que Les c'est pas que marketeurs c'est pas que dans la se France. passent le mot sur les bonnes astuces, quoi. C'est ça. Donc là, pour le coup, ça m'a beaucoup refroidi sur son héritage, en fait. Euh, on peut aussi parler de la censure que ce film a généré. Censuré dans beaucoup de pays, jusque tard, hein, jusque dans les années 90. En Angleterre, il a été. Mais notamment cette scène de l'oreille, Oui. qu'on retrouve dans Reservoir Dogs, d'ailleurs. C'est l'origine de celle de la torture. Donc ouais, pendant longtemps, notamment en Angleterre, voilà. Alors que qu'en le regardant maintenant, on a vraiment passé un cap sur la violence que l'on peut voir au quotidien dans les films ou dans les actualités. Il est pas si violent que ça. Alors, il est violent sur ses icônes, donc sur ces scènes que Corbucci veut marquer. Donc, c'est un homme qui va en tuer beaucoup. C'est de la torture, de la violence humaine, mais il a de la violence comme le fait Tarantino. En fait, t'as des passages très posés et tout, et t'as des éclats de violence qui sont assez courts. Comme le coupage de l'oreille, comme le fait qu'il tue 5 mecs en quelques secondes. C'est des éclats, en fait. Et c'est ça, la violence est là-dessus. Mais même ça, je trouve ça intelligent. Je trouve ça intelligent parce que chaque mort que tu vois en gros plan, c'est une personne. Tous les Mexicains que le Major tue au début par amusement ou par lassitude, donc en fait, il les fait courir et il les tue comme ça alors qu'ils essaient de s'échapper. Tu vois chaque personne tomber. Les moments à l'inverse, quand Django décime toute l'armée, tu vois jamais un visage en fait. Tu vois des corps tomber, mais tu les vois pas personnellement parce que cette armée, elle a clairement pas de visage, quoi. C'est l'armée du Major et elle a pas de son identité, c'est ça en fait. En revanche, effectivement, chaque mort que tu vas voir en gros plan, c'est la mort de quelqu'un. Qui a existé, qui a eu des lignes de dialogue ou qui est là pour avoir, encore une fois, ces Mexicains au début, comme le père de famille qui n'a même pas le temps de faire 2 pas avant d'être tué, ces enfants qui viennent le voir après sur son cadavre. Tout ça, ça a un impact émotionnel. Donc, je l'ai pas trouvé violent, même si on doit être à 200 morts dans le film. Mais c'est marquant. Je sais pas combien. Mais c'est marquant, ça te marque quand même. Ouais, mais il y a des morts marquantes de manière individuelle, et qui ont bien plus d'impact que 40 personnes qui meurent sous les coups d'une mitrailleuse en même temps, quoi. Pour le coup, c'est la volonté de Corbucci. C'est vraiment le paroxysme du western spaghetti, construit autour d'exagération. Donc là, on est en plein dedans. Avec des scènes qui auront la volonté de marquer et de devenir cultes. Quand Corbucci tourne une scène de mort, il a vraiment la volonté de marquer son spectateur et qu'il s'en souvienne. Donc, parce que cette scène à la mitrailleuse, c'est ni plus ni moins qu'une scène de duel que tu verrais dans un autre film. Oui. C'est un duel au clocher, tu sais, ce fameux gong de l'église, quoi, ou de l'hôtel de ville, la cloche qui retentit, puis le désert. Enfin voilà, le duel à midi, c'est exactement ça, sauf qu'ils sont 40 et qu'il est tout seul, mais. C'est ça, c'est pousser le concept un peu. Un peu plus. Un cran au-dessus, un peu trop loin. Ou 40 crans au-dessus. Ouais, c'est ça. C'est exagéré. Même la scène dans le cimetière, un autre que Corbucci, ça aurait été le Major face à Django qui doit sortir avoir un degré de talent, enfin voilà, Putain, mais j'ai le mot anglais, je suis désolé, j'ai le mot anglais. Balance le mot anglais. Mais qui doit améliorer son talent d'un cran supplémentaire pour tuer le Major alors qu'il a les mains brisées. Sauf que là, c'était long cette scène. Et vraiment, j'ai cru qu'il allait mourir à la fin, mais comme un chien, les mains écrasées et tout, tué par le Major, quoi. Ouais. Vraiment, j'ai cru ça à un moment tellement c'est long cette scène où il essaye là avec ses 2 mains pétées d'armer son fusil, d'armer son pistolet et tout. Et du coup, vraiment, c'est tellement long que il faut arrêter là, Django. C'est long pour lui permettre de gagner Major, en fait. Oui, c'est ça. Mais du coup, hop, clac. Puis voilà, du coup, une fois qu'il a calé le pistolet, il va tuer les 5 personnes
pareil, comme au début, hein, en 5 comment secondes. t'as bam, 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 hop. Et du coup, c'est plié, il n'y a pas de tension. La seule tension, c'est quand il essaye d'armer son revolver, quoi. Tout à fait. Et du coup, c'est le. Donc pas de ça, duel ça- non plus final, Ouais. mine de rien. C'est Ouais, une exécution vrai, plus qu'un ouais, duel. c'est hein. plus une exécution. Et tu sais pas qui va exécuter l'autre. Et Du coup. voilà. Ouais. Mais du coup, je repense au western de Sam Raimi en fait. Du coup, c'est pour ça aussi qu'il est pas mal ce western de Sam Raimi. Mort au vif, ouais. Il est bien. Ouais, il est bien. Mais parce qu'il va dans l'exagération au Oui. niveau des plans, etc. Quand Gene Hackman se prend la balle, il fait un bond de 4 mètres Ouais, derrière, voilà, ça a c'est aucun ça. sens. Et du coup, c'est, par rapport à ce que tu dis, c'est un peu l'essence du western spaghetti, quoi. Complètement. Sam Et- Raimi fait des mais- bonnes choses. Hein. Ah oui, bah oui. Sauf Oz. Non, si, il y a des trucs bien dans Si, Oz. il y a des mais trucs bien, ouais. dans Oz. Ouais, j'aimerais- Bref. je vous laisse partir un peu plus loin. Faudra qu'on en parle ouais, de Sam Raimi à un moment donné. Vas-y. Donc, donc pour finir, je vais juste revenir sur ton duel du 1 contre 40. Donc effectivement, c'est un duel qui se passe au début du film. Ça arrive relativement tôt. Dans un western normal, ça aurait pu être le climax. Mais ouais, c'est ça. Puis il y a un climax qui Bah, dure c'est un le petit climax peu. du Là. chapitre 1, hein, finalement. tu vois. Oui, c'est ça. La T'as plusieurs fusillade chapitres, dans... C'est une histoire à plusieurs chapitres. T'as le chapitre dans le village, t'as le chapitre avec les Mexicains, le chapitre avec l'or, C'est ça. et puis, Ouais. et puis la fin. Donc chaque partie. chapitrage qu'on va retrouver dans le cinéma de Tarantino, justement. Et du coup, là, ça reste un climax quand même assez élevé. On est beaucoup plus timoré pour terminer nos actes aujourd'hui. Et parce que c'est vraiment juste le début. Et c'est plus on avance, plus il ira loin, et dans la violence, et dans ces scènes d'action. Alors que, voilà, au bout de quelques minutes, on a déjà une scène marquante et énorme. Ouais. Et c'est que le début. Ah ouais. Donc voilà. Donc pour toutes ces raisons, j'ai pas trop le choix, je vais dire oui aussi. Hein. Franchement, Oui, c'était bon, bah là, en tellement même temps- plaisant à regarder. Ouais, non, c'était, mais c'est ça, c'est plaisant. Tu regardes ça, c'est le fun. c'est ça. Ah ouais. Et ces petits défauts de conception, de réalisation, d'acting, même, enfin, ça lui fait pas perdre de valeur du tout. Bah, en plus, l'acting, il est difficile à. Bah, Bon, l'acting l'acteur de- principal, il est bien. Oui, hein. oui, non, mais en plus, j'allais dire au niveau en termes de jeu. Alors, le jeu physique, effectivement, quand tu meurs en jetant les bras, ouais, en levant les bras au ciel, en disant, oh mon Dieu, enfin bref. Ça, effectivement, c'est de l'acting physique, mais après, en termes de jeu, c'est un film italo-espagnol. Tout à fait. Et du coup, je pense que. Enfin, je l'ai vu en italien, et le doublage colle pas. Enfin, colle très rarement à ce que les lèvres disent. J'ai été étonné aussi. Oui, donc je Parce pense que- qu'il y a des acteurs qui jouent comme ça se faisait beaucoup à l'époque. D'ailleurs, il y a une scène là-dessus sur Once Upon a Time in Hollywood où Rick Dalton le dit ça justement, où en fait les acteurs espagnols jouaient en espagnol, les acteurs italiens jouaient en italien. Et ensuite, c'est refait Ouais. par-dessus. Je sais pas si vous voyez cette scène dans Once Upon a Time in je Hollywood me souviens où, plus, là, en pour fait le coup. Rick Dalton il est dans sa piscine avec son magnéto, il écoute sa scène et en fait il dit, il donne sa scène en anglais et puis là t'as quelqu'un qui dit espagnol. Donc, hop, ensuite il redit sa phrase en anglais, il dit hop, espagnol et quand tu vois la scène après jouée par Timothy Olyphant, effectivement il parle espagnol où le patron de bar parle espagnol et en fait tu vois la scène qu'il a répétée 20 minutes après, plus tôt dans le film. Ok. Et je pense qu'à cette époque, Ah, ça je se me faisait souviens pas. beaucoup que l'acteur jouait dans sa propre langue en fait. Et après, c'était doublé dans la langue où devait sortir du pays où devait sortir Et le je pense film. que tu as complètement raison parce que c'est sur ce début où ce doublage ne collait pas quand on voyait les Mexicains s'apprêtant à fouetter Mm. Maria, où j'ai cherché quelle était la vraie version originale en fait. Oui. Et je trouvais pas de langue qui collait avec les lèvres ou qui aurait pu. Ouais, jouer. ça colle pas. Ça a été Oui, en redoublé italien c'était après, pas quoi. bon, en anglais c'était pas bon, en français c'était pas bon. Mm. J'ai pas de version espagnole donc j'ai pas pu vérifier. Mais je pense que de toute façon, la version espagnole, c'est pour Franco Nero qui parle italien. Oui. Donc ça n'aurait pas collé quoi. Je me demande même si tout le film a pas été redoublé, même les Même parties. ses voix à lui, même- j'ai même pas ses- su voir. Les autres, oui, ça se voit. Maria, c'est clair, c'est flagrant. Nathaniel, c'est flagrant. Ouais.
Le Major, je pense pas. C'est le Mexicain aussi, c'est flagrant. Ce que t'entends, c'est pas ce qu'il prononce, quoi. Si vous avez la réponse sur les secrets de tournage italiens des années 60, ça nous intéresse. Ouais, carrément. Voilà, donc 3 oui. Clairement. Ouais. Ça faisait un moment, non? Ça faisait un moment. Ouais. Ah, Que c'est vrai. Liberté Oléron, moi, il me semble que j'avais dit non. Non, mais t'hésitais quand même. Non, pas du tout. Vous avez dit oui, Belle. Moi, j'ai dit non. Alan, t'as dit oui. Julien, J'ai t'as- dit, Julien, j'ai t'as dit oui avec un Julien, petit il s'en est bémol toujours parce que parmi. vous avez réussi à. Ah. Et... Ah, mais t'as dit oui quand même. Et t'es toujours sur ton bémol ou t'as quand même basculé dans le côté du non aujourd'hui? Ouais, non, je suis toujours sur le oui, mais je comprends. Ouais. T'as le droit de dire que Mais t'as changé par d'avis, contre, hein, c'est un signe d'intelligence non, de changer non, d'avis. Non, Tu vois, la perche qui te tend, là. Ouais, mais je vais rester un peu bête. Non, je reste sur le oui. C'est tout à ton honneur aussi. Mais par contre, la vision, enfin, ce que je voyais du film a changé, ouais, complètement. Ouais. Je le vois plus du tout comme quelque chose de positif, comme je pouvais le dire, mais à l'inverse, comme une désillusion. Mais on en reparlera. on est là peut-être pour dans ça. le brief. tu sais. Dans le débrief. Vampire, t'avais dit non. Le Vampire, j'avais dit non. Doctor Sleep, Docteur Sleep, on ah, avait c'était dit oui peut-être- tous les trois. Ouais, je crois que Ouais. c'était Oui, oui. des oui unanimes. Là. Il me semble. Et La Belle et la Bête aussi, avant, il me semble. Oh, ça va, il y a beaucoup de fallait-il le faire en fait. Non, c'est bien. Hmm. On a une saison plutôt positive du coup. Pour l'instant. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Non. Non, je crois non, pas. non. Merci d'avoir proposé ces films. Ouais, c'était cool. Ça m'a Du fait coup, plaisir de le tous voir. les deux, vous avez revu le Django de Tarantino, hein, Oui. du coup. Oui, mais alors par hasard, avant Ah, d'accord, avant le ok. vote, ouais. Très bien. Ah, moi, je me suis pas refait. Et du coup, c'était assez frais de voir les. Enfin, ça m'a vraiment surpris d'entendre. La musique d'intro, encore une fois, ça m'a pas choqué. C'était voilà. Vu Et que ce l'intro thème que- musical, quand je l'ai entendu arriver dans le Django de 66, je me dis mais enfin, Il a rien inventé, il a tout piqué. mais c'est fou. Mais oui. J'ai quelques petits trivia si vous voulez quelques petites informations supplémentaires qui. Ah, Alors, allez, moi, tu vas-y, sais, moi, envoie. je suis client, tu sais. Ok. Est-ce que vous savez de l'origine du nom de Django dans ce film-là? Pourquoi est-ce qu'il a choisi d'appeler son personnage Django? Alors non. Euh, Le seul autre Django que je connais, c'est le guitariste. Ah, zut, je l'ai vu passer, mais je me souviens plus. Mais c'est ça. c'était Non, ses- de Django Reinhardt Oui, c'était Ah ouais c'était ses frangins qui se moquaient un peu de ça et en référence à Django Reinhardt, son personnage s'appelle Django parce que Django Reinhardt avait été connu pour avoir perdu l'usage de certains doigts, mais d'avoir dépassé son handicap pour continuer à jouer de manière exceptionnelle de la guitare. Ça vous rappelle pas un passage du film? C'est possible. Ah, mais ouais, Bon, sauf peut-être. qu'avec l'exagération, ça finit avec des mains broyées et un pistolet. Bien sûr. Mais voilà, globalement, c'est le point d'origine du film. Un personnage très fort qui perd l'usage de ses doigts et qui s'en sort quand même. Voilà, Très bien. donc Django Reinhardt. Et après, tous les autres Django, par contre, sont tirés de ce Django-là. Tu crois qu'il va parler du caméo de Franco Nero dans le Oui, Tarantino tout à ok. fait. Tu l'as reconnu? Oui. Donc effectivement, Enfin, du coup, comme j'avais pas vu le 66, Ah oui, tu l'as revu après. j'ai vu plus la jeune. scène. En fait, j'ai vu la scène où Franco Nero. Et en fait, alors, quand tu regardes la scène avec Jamie Foxx, vas-y, Oui. pardon, je te Non, coupe. vas-y, fini. En fait, Franco Nero, qui est donc dans le bar, un bar VIP hein, quand même, où il y a un combat d'esclaves. Donc, Jamie Foxx est au bar, et t'as Franco Nero à côté. Et Franco Nero lui dit comment tu t'appelles. Jamie Foxx dit Django. Il dit tu sais les plaies. Donc Jamie Foxx épelle Django, donc D-J-A-N-G-O. Et Jamie Foxx précise le D est silencieux, on ne prononce pas le D. Et là, Franco Nero le regarde, il dit oui, je sais. Donc, tu te dis qu'il y a un truc. D'autant que je savais aussi que l'inspiration pour ce film, c'était le film de 66. Pour Tarantino, c'était celui de 66. Donc, je dis bon, il doit avoir un caméo quelque part, quoi. Mais effectivement, quand tu vois Franco Nero dans le 66, s'appelait Django, c'est là que le caméo prend son sens, quoi. Complètement. C'est nice. C'était cool. C'est pour ça que je disais j'aurais bien aimé peut-être le voir plus tôt et avant celui de Tarantino. Ah ouais. Le caméo, tu le. Ah ouais. Bon, ça marche aussi dans l'autre sens, tu vois, mais je sais pas quelle saveur il aurait eu
Si tu avais regardé dans le bon sens, entre guillemets. On ne sait pas, on ne saura Et tu jamais, l'auras bien sûr. jamais, tu le sauras jamais. Tu ne peux que Exactement. parfaire l'éducation cinématographique de ta fille pour lui mettre le bon sens. Tout à fait, je peux faire ça. Donc très bien. Dans tous les cas, ça a de la saveur. Je vous disais aussi qu'il n'y avait qu'une seule suite officielle. Parce qu'on a parlé de celui de Tarantino, mais c'est pas une suite officielle, c'est juste une inspiration. Mais donc, qui est sorti en 2012. D'ailleurs, c'est le dernier film en 2012 qui reprend Django. Il y a pas, là, ça fait du coup 10 ans qu'on n'a pas eu d'autres Django depuis Tarantino. Alors, effectivement, il y en a eu beaucoup dans les années 70, beaucoup dans les années 80, beaucoup moins dans les années 90 et très peu après. Donc la seule site c'était 1987. Mais par contre, il y a eu une reprise du scénario et du film en 2000. Je l'ai noté en 2007. Donc il y a eu un Django ressorti en 2007. Un remake de cette Un histoire. remake, tout à fait. Ça s'appelle Rango. Ce film. Rango. Non mais ça vient un peu de là quand même. Qui s'appelle Sukiyaki Western Django. Ah Et coproduit par Quentin Tarantino. Le filou. ouais. Donc 2007, il sort un film au Japon reprenant. Alors le synopsis, c'est deux clans s'affrontent. Les Genji, le clan blanc dirigé par Yoshitsune, et les, je sais pas comment le prononcer, Aike, le clan rouge de Kiyomori, pour la possession d'un trésor caché dans un village de montagne isolé. Un jour, un tueur solitaire et habile débarque dans la ville. C'est excellent ça. Ça donne envie de le voir du coup. Pourquoi t'as pas proposé celui-là? Ah mais ouais. Parce que je l'ai découvert en regardant Django. Donc, Ah, c'est excellent. Et la suite officielle, elle s'appelle comment du coup? Django 2, le grand retour. Oh ok. Et celle-ci, tu peux rappeler le titre, s'il te plaît? Tu veux que je te la note quelque part? Oui. Sukiyaki Western Django. Ok. Ah, ouais. Faudra la noter. D'ailleurs, Quentin Tarantino s'offre un rôle à l'intérieur aussi d'ailleurs. Enfin, Évidemment. vous allez le voir. Hein, il a d'ailleurs un rôle aussi dans son propre film Django. Mais c'était pas un rôle voulu par lui, c'était le remplacement de dernière minute Ah, de Joseph Gordon-Levitt pour une histoire de calendrier. d'accord. Ok. Et sinon, bon alors, le caméo, on en a parlé. Et c'est tout bon. Donc Django Reinhardt, c'est bon aussi. Le Django de Tarantino, lui, c'est pas du tout... Enfin, s'inspire de Dangerfield Newby, un esclave qui s'est émancipé et devenu abolitionniste. Donc voilà, l'origine n'est pas du tout la même pour les deux personnages en fait. Ça explique la différence. Et j'en ai fini pour les petites infos supplémentaires. C'était Très pas bien. mal, merci. Oui. Ouais, ah ouais, c'est plutôt Mais il y a- trivial. Comme Non mais, d'habitude. et puis là j'en ai sélectionné quelques-unes Ouais. pour pas faire trop long. Mais en fait il y a tellement de choses qui en découlent, il y a tellement d'informations dedans. On n'aurait pas fini, on en sera encore là ce soir. Hein. Enfin pour vous peut-être demain matin. mais voilà. Ouais, non, c'est fascinant. Période fascinante. Oui, ouais, vraiment. Enfin, tout. Univers fascinant. Ouais. Ah ouais. Merci On beaucoup fait- messieurs. Ah tu voulais rajouter quelque Non, chose? non, j'allais dire on fait les au revoir. Ouais. On se quitte en musique ou on se quitte pas en musique? Ah On oui, se tiens. quittera en musique. Ah, super. Il y a quelques petites vérifications de droit avant. Mais D'accord. j'aimerais bien vous mettre cette musique d'introduction de Django, des deux Django du coup, enfin des deux, Ah, très bien, qui passe très très bien. Ouais, oui, ouais, oui, qui est là. chouette. Oh Voilà. là là, ouais. bien sûr. Et si c'est pas le cas, eh ben vous n'aurez rien. Merci beaucoup messieurs. Merci Julien, merci Alain. Merci à tous. Salut. Django, have you always been alone? Django, have you never loved again? Love will live on, life must go on, for you cannot spend your life regretting
me.